Et les Montpelliérains n'en finissent pas de fêter leur victoire. Ce sont les champions de France après une rencontre des plus insoutenables hier au stade L'Abbé Deschamps. Ils ont battu Auxerre 2-1 et le président Louis Nicolin, qui porte ce club depuis 40 ans, est aux anges sans doute. Il a même tenu sa promesse. Yann Ovin est à Montpellier, il l'a croisé ce matin. Alors le programme, eh bien ils ont déjà commencé assez tôt. Alors il y a ceux qui dormaient évidemment, mais Louis Nicolin est arrivé au club de la Mosson, au centre d'entraînement en fait, et il a eu cette fameuse crête. Vous voyez, on en parlait depuis plusieurs semaines. Il devait avoir cette crête en cas de champion de France. Et voilà, il a tenu son pari, les cheveux plaqués en bleu sur les côtés et la crête orange au milieu, aux couleurs du club évidemment. Voilà, ce défi est tenu. Maintenant les joueurs vont commencer à se retrouver avant un défi à partir de 17h dans les rues de Montpellier sur bus à Impérial. Alors évidemment il y a la pluie, donc voilà pour l'instant la mauvaise nouvelle. Espérons qu'elle va s'arrêter, histoire que les cieux seront à nouveau avec Montpellier tout à l'heure en fin d'après-midi. 18h30 derrière moi, ce podium déjà installé. C'est ici que les joueurs du Montpellier Hérault recevront leur premier trophée de champion de France des mains de Frédéric Thiriez. Et puis ils monteront sur le balcon histoire de le présenter à cette foule. On attend là encore entre 20 et 30 000 personnes tout à l'heure ici sur cette majestueuse place de la Comédie. Cette place de la Comédie qui ne respirait plus hier après l'interruption à 2 reprises de la rencontre. Il y a eu des jets de tomates, des fumigènes lancés par les supporters auxerrois qui ne digèrent pas leur relégation. La tribune a été évacuée. Montpellier donc a gagné sous l'œil des joueurs parisiens qui finissent donc deuxième de ce championnat. Les suites du dramatique accident de rallye dans le Var, la garde à vue du pilote a été levée ce midi. Il met en cause les freins de son véhicule. Il déclare que la voiture n'a pas répondu correctement au moment où il prenait le virage. Samedi après-midi, il a percuté de plein fouet une foule de spectateurs. 2 personnes sont mortes. On parlait alors d'une erreur de pilotage. Il y a urgence à réagir dans l'éducation, c'est ce que pense le nouveau ministre Vincent Peillon. Pour compenser les suppressions de postes à la rentrée prochaine, le gouvernement est en train de mettre en place un dispositif qui sera présenté dans les prochains jours. Le ministre est venu l'annoncer ici dans une école de Seine-et-Marne. Le nouveau gouvernement qui est contre aussi le système d'évaluation qui a été mis en place dans le primaire pour des élèves de CE1 et de CM2, Vincent Peillon estime qu'il est trop tard pour annuler ces épreuves, mais il assure en tout cas que les résultats ne remonteront pas jusqu'au ministère pour faire notamment des statistiques. Chaque professeur s'en servira de ces évaluations comme il l'entend. Jean-Philippe Elme. Donc tous les petits exercices que vous allez avoir à faire sont chronométrés. C'est parti pour une semaine d'évaluation dans cette classe de CM2. Au programme 23 exercices de français, 26 de mathématiques. Même si il y a des exercices pour lesquels vous êtes trompé, vous irez au collège quand même. Pour l'instituteur, cet outil est déjà plus pertinent s'il est passé en mai qu'au mois de janvier comme l'année dernière. Au niveau d'école, on s'en servira. Au niveau de l'élève par lui-même aussi, on va s'en servir beaucoup, puisque à l'issue de ces évaluations, on va déclencher pour certains élèves en difficulté un projet personnalisé de réussite. Mais pour l'instant, les cahiers resteront ici. Les notes ne devraient pas être compilées au niveau national. Depuis le début, les syndicats enseignants reprochaient un manque d'homogénéité dans la passation de l'épreuve. À l'heure de la sonnerie, les parents regrettent. Bon, c'est une bonne chose, mais j'ai cru comprendre que ça n'allait pas remonter plus haut que l'école, donc ça sert pas à grand-chose. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça permet d'évaluer l'ensemble des enfants français et puis peut-être de voir s'il y a des difficultés pour certains. Pour faire une estimation nationale et puis afin de juger exactement quel est le niveau des jeunes Français actuellement par rapport à nos concurrents et nos pays européens. Les élèves de leur côté apprendront cette année que la politique peut avoir une incidence directe sur leur vie d'écolier et dans le domaine, on sait que les modes passent et quelquefois reviennent. La campagne officielle pour les législatives a débuté ce lundi et s'achèvera à la veille du scrutin, donc le samedi 9 juin à minuit. Il y a plus de 6500 candidats pour 577 sièges à l'Assemblée nationale. Parmi eux, les 3/4 des ministres de l'équipe de Jean-Marc Ayrault se présentent et donc de nombreux ténors aussi de l'UMP qui comptent inverser la tendance de la présidentielle. Les précisions de Laurent Desbonnets. En moyenne, dans chaque circonscription, les électeurs auront le choix entre 11 candidats.
La plupart sont des hommes. Au plan national, on ne dénombre que 2641 femmes sur 6591 prétendants à un siège au Palais Bourbon. 24 de ces candidats sont par ailleurs ministres. Jean-Marc Ayrault a prévenu tout membre du gouvernement battu les 10 et 17 juin prochains perdra son portefeuille ministériel. Une règle dont pourrait faire les frais Pierre Moscovici, candidat dans le Doubs, Aurélie Filippetti en Moselle ou Stéphane Le Foll dans la Sarthe. Mais la tâche sera difficile également pour certains ténors de l'UMP, Jean-François Copé à Meaux, Xavier Bertrand dans l'Aisne ou encore Laurent Wauquiez en Haute-Loire. La droite, qui espère désormais une cohabitation au sommet de l'exécutif, devra aussi compter avec le Front National qui présente des candidats dans chaque circonscription. Sous l'appellation Rassemblement Bleu Marine, le FN espère ainsi faire son retour à l'Assemblée nationale, avec notamment l'un des duels les plus observés de cette campagne, Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont. La politique au niveau international avec François Hollande qui est toujours aux États-Unis. Depuis vendredi, il a multiplié les rencontres avec ses homologues du monde entier. Il y a eu le G8, puis le sommet de l'OTAN qui se poursuit encore jusqu'à ce soir. Ils sont tous réunis autour de Barack Obama qui veut s'assurer du soutien surtout de ses alliés en Afghanistan. Seul pays à se retirer publiquement, officiellement, 2 ans avant la date prévue, eh bien c'est la France. Et François Hollande aurait réussi à faire passer son message sans la moindre friction. Patricia Lémonière est sur place. Hommage aux soldats morts en Afghanistan, le 25e sommet de l'OTAN commence. Chaque État est représenté par un militaire. Sonnerie aux morts, minute de silence, ils sont plus de 3000 à être tombés loin de chez eux, dont 82 Français. Nous sommes déterminés à achever la mission engagée, précise Barack Obama. Nous réaffirmons notre attachement à assurer collectivement notre défense. Et avec le président Karzai et nos alliés, nous allons programmer la prochaine phase de transition en Afghanistan. Le président français s'attarde avec les journalistes, il sait qu'il est un peu l'homme du jour. C'est un style qui est à la fois ferme et en même temps, je ne dirais pas familier, mais avec du charisme, un bon contact. En marge des réunions, les rencontres bilatérales se multiplient pour François Hollande. À tous ses interlocuteurs, il précise les modalités du retrait des troupes françaises d'Afghanistan, une position comprise par ses alliés. Chicago pouvait être un conflit au sens d'un malentendu entre la France et ses alliés. Tel n'a pas été le cas. Il restera des Français après 2013 et même après 2014, date officielle du retrait de toutes les forces combattantes d'Afghanistan. Ces hommes seront chargés d'assurer la formation des forces afghanes qui semblent bien incapables aujourd'hui d'assurer la sécurité de leur pays. Une nouvelle enquête vient de s'ouvrir. Elle vise à nouveau Dominique Strauss-Kahn, toujours dans l'affaire dite du Carlton de Lille. Une enquête préliminaire pour viol en Réunion. Les faits se seraient déroulés à Washington en décembre 2010 lors d'une partie fine. 3 autres personnes sont impliquées dans cette affaire, révélée par 2 prostituées belges qui affirment que Dominique Strauss-Kahn aurait utilisé la force. Nous devrions savoir aujourd'hui, dans l'après-midi, si le procès pénal du Mediator va se poursuivre. Il a commencé lundi dernier, mais la défense des laboratoires servit à soulever plusieurs points de procédure. S'ils sont retenus, le procès pourrait être reporté, voire même annulé. Alors qu'on voit ici le patron du groupe, Jacques Servier, soupçonné d'avoir caché les effets toxiques de ce médicament qui aurait causé la mort de 500 à 2000 personnes en l'espace d'une trentaine d'années. On s'inquiétait de son état de santé depuis plusieurs semaines. Robin Gibbs est décédé, le membre fondateur de ce groupe de frères, les Bee Gees, mythique groupe des années 70 et 80. Et leur succès mondial, ils auraient vendu plus de 200 millions d'albums. Et son frère jumeau, Maurice Gibb, est décédé d'une même maladie en 2003. Sur LCI, tout de suite le temps de notre semaine avec Karine Fauvet. Et puis ensuite, c'est Choisissez votre camp. Mais cette fois, c'est exceptionnellement Sébastien Borgnac qui présente.